Le noir, c'est le refus de tout l'art avant moi. Le noir, c'est le geste radical que jette Bernard Venet pour rompre avec le conformisme de l'époque. Le tas de charbon est l'œuvre qu'il a réalisée en 1963. Pour les abattoirs, le sculpteur réitère la performance. On va plus mettre en hauteur là, sauf si peut-être on peut continuer. On va d'abord travailler la forme. Continuons à lui donner un truc un petit peu informe comme ça. Il faut c'est dessiner, on est d'accord. Vous voyez la forme qu'on a là, c'est un peu ce qu'on veut. Même si c'est plat, on s'en fout. Après on remplira, éventuellement. Mais l'idée c'est ça, c'est que ça fasse un peu le genre. Entre les œuvres d'artistes de sa propre collection, ses charbons, goudrons et sculptures d'arc en acier, le discours s'installe. Tout n'est pas parti des équations mathématiques, tout est parti des goudrons, comme celui qu'il y a derrière moi en ce moment, des goudrons et des tas de charbon. Pourquoi? Parce que nous sommes là déjà dans la, je ne vais pas dire dans la monosémie, mais nous sommes là déjà dans des œuvres d'art qui n'ont aucune interprétation possible. Mes tableaux faits avec du goudron, je les appelle goudrons. Je ne présente même pas de la peinture, je présente du goudron. Quand je montre du charbon, un tas de charbon, je présente un tas de charbon. Et je n'appelle pas ça avec un autre nom. Je ne dis même pas que c'est untitled, ou bien sans titre, pardon. Non, c'est tas de charbon. Et déjà, je travaille sur cette notion d'identité de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que l'œuvre d'art doit finalement avoir une identité qui lui est propre. Elle n'est plus, comme dans la figuration, le pâle reflet de quelque chose d'autre qui lui est extérieur. La nature, ou les personnages, ou tout ça. Il y a le modèle idéal dans ces cas-là, dans celui, je veux dire, de la figuration, le modèle idéal qui a été créé par Dieu, on va dire. Et après, il y a l'artiste qui essaye de faire, autant qu'il peut, le mieux possible, une copie de tout ça. Il prend ça comme modèle. Non, moi, il n'y a pas de modèle. Il y a l'œuvre pour elle-même. Alors, je commence avec le goudron, ensuite le tas de charbon, puis je fais toutes sortes de variations, et j'arrive effectivement un jour, après le travail sur les tubes, à montrer des plans qui ne sont pas, qui sont dans un premier temps accompagnés de l'objet qu'ils représentent, qu'ils analysent en quelque sorte, mais surtout je montre des diagrammes de mathématiques qui, eux, n'ont qu'une seule signification, en tout cas qui utilisent des symboles qui n'ont qu'une seule signification et qui se démarquent à ce moment-là par rapport à l'art abstrait et à l'art figuratif. Voilà, ça c'est très important. Mais l'origine est bien dans le charbon et dans le goudron, dans ces premières œuvres-là. Parce que mes goudrons, ils ont aussi un autre sens malgré tout, malgré leur spécificité. C'est un peu la fin de la peinture pour moi. Je veux dire, d'ailleurs, je n'ai jamais été véritablement peintre. Je fais de la peinture aujourd'hui, j'en fais beaucoup, mais je ne pense pas comme un peintre. Je pense que c'est une peinture très conceptuelle, où je n'utilise pas la couleur, je n'utilise pas le pinceau avec le lyrisme qu'on peut trouver dans la peinture. Donc il y a refus systématique de la peinture pour soi. Les arcs ne sont pas assez fermés, ils ne sont pas comme sur la maquette. Et en fait, c'est très facile de le faire en petit, mais de le faire en grand, c'est tout à fait autre chose, parce qu'on n'a pas la même facilité de manipulation. On va vraiment souffrir. L'installation des arcs contre le mur, l'effondrement mural, bon, ben, je n'ai pas fait du tout ce que j'avais prévu de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes, parce qu'on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on veut. Et puis de toute façon, quelle importance? On n'est pas obligé de garder ce qu'on a fait précédemment comme modèle. On peut improviser, faire quelque chose d'aussi riche. Et qu'est-ce qu'on a vraiment devant les yeux? D'une manière très évidente. On a des arcs qui sont posés, appuyés contre un mur, d'une certaine manière. D'ailleurs, d'une certaine manière, ça c'est très important aussi. J'essaye de faire en même temps des propositions visuelles, parce qu'il y a le côté conceptuel, on va dire, théorique, mais il y a aussi le côté visuel. J'essaye de faire des œuvres qu'on n'a jamais vues auparavant, qui ont, sur le plan formel, sur le plan de l'organisation des formes, gardent une originalité assez forte. Un diagramme de mathématiques ou bien un arc, il y a un minimum. Et en plus, je marque dessus ce qu'il y a. Autrement dit, on ne peut pas essayer d'interpréter mes arcs. Il s'agit bien d'arcs.
et non pas de balançoire, et non pas d'une lune comme ça qui est un peu renversée. C'est une manière de rester dans cette catégorie de la monosémie, bien que j'en sorte quelque part avec des lignes indéterminées, surtout aujourd'hui avec ce que j'appelle les effondrements, avec ces œuvres qui sont terriblement chaotiques, qui n'obéissent plus à aucune loi. Mais ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, en mathématiques, les chercheurs travaillent sur ces nouvelles notions de désordre, de déséquilibre, de complexité. C'est intéressant que vous disiez que je suis venu en famille, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis accompagné des copains. Ce n'est pas la famille directe, ce n'est pas la famille de sang, mais c'est la famille d'amitié et de cœur. C'est ceux avec lesquels j'ai vécu aux États-Unis. Mais d'abord, c'est l'histoire de Nice, avec les jeunes artistes que j'ai rencontrés lorsque moi j'étais très jeune aussi. Et puis après, l'histoire parisienne avec les nouveaux réalistes. Et plus tard, bien entendu, l'aventure new-yorkaise. Est-ce que ces œuvres ont été faites spécialement pour moi? De nombreuses œuvres ont été faites pour moi, oui. Celles du départ surtout. Mais celles aussi vraiment des copains avec lesquels j'ai vécu, comme César, Armand, Morellet, surtout les Français. Ou alors, au niveau des Américains, c'est Sol Lewitt ou bien Donald Judd. Il y a d'autres exemples. Mossé, par exemple, à qui j'ai prêté mon atelier pendant 1 an, qui a peint des tableaux et qui m'a tout laissé. Bon, après, il en a repris quelques-uns, mais au départ, il m'avait tout laissé. Mais autrement, comme on peut le voir, il y a des portraits qu'Armand a fait de moi, la poubelle qu'il a fait de moi aussi. Il y a des histoires amusantes où César, voyant qu'Armand m'avait offert une très grande pièce, en fait, c'était un échange, arrive à la maison et puis me dit, mais Armand, il t'a fait un grand cadeau, là. Et je lui dis, oui, mais tu sais, il est très généreux avec moi, Armand. À ce moment-là, la semaine d'après, j'ai reçu la compression qui est en bas, que j'ai pu installer dans l'entrée du moulin où j'habite de nuit. Des rencontres fantastiques. Je dois dire que tous les artistes qui sont ici présents dans ces expositions, tous étant des artistes d'une grande importance, chaque fois, ça a été des rencontres fantastiques. Je dois dire, rencontrer Duchamp, c'était quand même une expérience assez extraordinaire. Mais je dois dire que j'étais tout aussi impressionné par Donald Judd, par Sol Lewitt, par Frank Stella, aujourd'hui que je fréquente toujours, avec qui j'ai parlé même hier soir. C'est assez formidable de fréquenter des gens comme ça, parce qu'on sait qu'en étant à côté de ces gens-là, on est à la vraie mesure, on est au vrai niveau de ce que l'art devrait être. Ce n'est pas une histoire de copains qui habitent, comme quand j'étais à Nice, qui habitent à 50 mètres l'un de l'autre et qui boivent le café ensemble. Bon, là on a vraiment affaire à la vraie histoire de l'art. Je n'ai qu'une obsession, c'est de faire des choses nouvelles. Je suis persuadé que ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, que ça a une certaine valeur, je veux dire, artistique, peut-être, mais qu'il y a tellement à créer encore, à inventer, que je n'ai qu'une obsession, c'est d'aller plus loin. Constamment, je me suis remis en question, constamment, j'ai essayé de créer des choses nouvelles.